welcome to another episode of the Point of No Return podcast, the show where we go behind the scenes to understand the secrets and strategies of the most interesting Canadian technology companies. On this week's show, I had the pleasure of speaking with Jérémy Lavoie, co-founder and CEO of IFX Medical. I've known Jérémy for a few years. It's the second time he's on the show. His first time he was on the show when he was general manager of Car2Go, where he did that for quite a few years. Super interesting company in the sharing economy. And now he's back with another startup called IFX Medical, which is an applied AI software company specializing in the detection of brain lesions for cancer, essentially. And every year, thousands of people die because we miss their tumors and brain imaging scans. So their software and solution is really meant to help enhance decision-making for doctors, not replace it. So it's a fascinating conversation. Note that it's in French. Apologies if you don't speak French. We had a great conversation. We spoke about the state of cancer research and the impact of technology. A very interesting concept of open source versus closed source in the field. Their solution, how they're really spearheading brain cancer detection. The challenge of going to market in this difficult, not only different economy, but also very challenging sector, which is health tech. So that's it. I really hope you enjoy today's conversation. Jérémy, merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment un plaisir de t'avoir deuxième fois sur le podcast. C'est ton première fois quand tu étais président de Car2Go. On va revenir à Car2Go, mais je vais commencer peut-être avec juste l'industrie du cancer. Tu sais, je crois que il n'y a pas une personne que je connais, tu sais, j'imagine que c'est la même chose pour toi, qui n'a pas été touchée par le cancer. Donc peut-être parle-nous un peu de l'état, la recherche du cancer aujourd'hui, un peu l'état de la maladie, comment tu le perçois? Euh, c'est essentiellement le cancer qui se propage au cerveau. Donc, ça devient métastasé et là, ça implique des traitements un peu différents. Ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que non seulement le nombre de cancers augmente, mais aussi le traitement des cancers primaires s'améliore. Donc, il y a eu des belles grosses améliorations pour ça, ce qui est très, très encourageant. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a des patients qui, il y a 10 ans, par exemple, seraient décédés de leur cancer et qui aujourd'hui vont survivre. Et ce même patient-là, qui aujourd'hui a des métastases au cerveau, va survivre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le traitement de ces métastases-là est devenu très, très, très important. Puis, notre compagnon, on a décidé de travailler sur la détection puis la gestion de ces métastases-là qui, présentement, se fait de façon entièrement manuelle. Il n'y a pas d'outil automatisé qui permet de faire de la détection, de simplement mesurer, de simplement analyser la progression d'une métastase d'un examen à l'autre. Tout ça se fait encore avec l'œil humain. Et il y a donc, avec cette tendance lourde-là d'augmentation des besoins au niveau des traitements des métastases, et comme vous savez, tu sais, puis tout le monde le sait, les évolutions en matière de machine learning et tout ça, eh bien, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il y a un peu là, une belle combinaison possible où on peut travailler on peut développer des algorithmes qui vont aider les médecins puis les patients à mieux gérer leur cancer, puis à littéralement faciliter le traitement, puis on l'espère, limiter les décès puis les effets secondaires. Qu'est-ce qui t'a approché à être intéressé à ce problème? Tu sais, parce que, tu sais, comme on a parlé avant, tu étais président de Car2Go, tu sais, dans le côté économie de partage, une industrie super dynamique. Mais ouais, comment t'as un peu changé le fusil d'épaule, comme on dit? Ben, comme tout le monde, j'ai été touché par le cancer chez des proches. C'est comme tu mentionnais, je pense qu'il y a personne qui peut pas dire qu'il a déjà rencontré quelqu'un avec le cancer ou qui a un proche qui est passé par là. Et plus largement aussi, je veux dire, j'ai toujours eu un intérêt pour ce qui avait un impact, puis ce qui avait un impact positif surtout. Et en parallèle, là, avec mon cofondateur, on regardait l'industrie, on voyait ce qui pouvait être fait, puis on voyait comment il y avait des belles innovations qui étaient faites en recherche, donc des publications qui sont faites sur des algorithmes de machine learning et des choses comme ça, mais qui malheureusement se rendent pas aux patients.
ça c'est le grand problème, là. On peut en parler longtemps. Vraiment le fossé entre la recherche et l'innovation en santé. Parce qu'il y a beaucoup de barrières en santé. Là. Évidemment, il y a l'aspect réglementaire, mais il y a aussi l'aspect que un algorithme qui fait une belle publication, c'est pas nécessairement un produit. Donc, on trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant et aussi de carrément nécessaire. C'est-à-dire que ce pont-là entre les capacités scientifiques à Montréal, entre autres, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est neuro-oncologie, on a un pôle intéressant. Et donc, le fossé entre les capacités scientifiques et l'absence de disponibilité de ces traitements-là en hôpitaux, il y a quelque chose qui est à la fois choquant, puis à la fois choquant et une opportunité d'affaires qui coïncide avec mes objectifs généraux, justement, de bâtir des choses puis d'avoir un impact. Donc, c'est très excitant d'une façon d'être dans un de ces moments-là de l'histoire d'une industrie où il y a une nouvelle technologie qui peut commencer à s'intégrer puis avoir un impact important autant sur les patients que sur le système. Tu as dit plusieurs choses intéressantes, Jérémy. Donc, je ne sais pas par où commencer. Je veux peut-être un point sur ce que tu as mentionné, recherche versus applicatif. Et je crois que ça va être un sujet qui va revenir aussi pour ton entreprise, AFX, ce que vous faites en termes d'enjeux, c'est commercialiser ce que vous êtes en train de faire, mais d'une façon peut-être plus large. Pourquoi est-ce que du côté recherche, on entend beaucoup de choses, des avancées, des percées, mais on voit quand même pas nécessairement du côté applicatif, dans le milieu clinique. Donc, je sais que c'est pas une question simple, Non, il n'y a pas une seule raison, mais j'aimerais peut-être entendre un peu. Oui, parce que justement, les incitatifs du monde de la recherche sont assez différents. C'est-à-dire que c'est un milieu très compétitif où ce qui me semble être très récompensé, c'est souvent malheureusement la quantité de publications plus que l'impact qui va en sortir. Et donc, d'un point de vue d'un chercheur, là, l'intérêt, c'est beaucoup de faire des publications de qualité les unes après les autres, mais comme tu sais, une fois qu'on a une publication, on n'a pas encore de produit. Puis on a peut-être, je disais même, c'est une publication qui fonctionne, c'est peut-être, si tout va bien, 30 à 50% du travail de fait. Parce que, d'un, les incitatifs de recherche ne sont pas nécessairement liés à la demande du marché. Puis, un autre élément aussi, c'est que souvent, ce qui est fait en recherche est mis entièrement open source. Ce qui est un peu, je trouve, un des mythes, je dirais, de l'innovation, en tout cas en santé, c'est que parfois, les gens pensent qu'en mettant ça open source, eh bien, ça va favoriser l'adoption. Ça peut être vrai dans plusieurs domaines où, par exemple, quelque chose peut être facilement intégré. Sauf qu'en santé, donc imaginons qu'on part d'un algorithme de machine learning qui est capable de, on peut donner un autre exemple, de détecter le cancer de la prostate. Donc, imaginons qu'un chercheur développe quelque chose qui est capable de faire ça. Donc, l'algorithme fonctionne. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit commercialisé. Avant de le commercialiser, il faut qu'il y ait une approbation réglementaire d'une entité comme Santé Canada ou la FDA. Avant que ça soit fait, il faut que l'entreprise ait développé un dossier pour faire la documentation nécessaire pour soumettre à Santé Canada et la FDA. Pour avoir ça, il faut une certification ISO 13485. Pour avoir ça, il faut des processus. Et pour avoir ça, il faut beaucoup d'argent. Donc, à la base, c'est très difficile d'aller voir des investisseurs puis leur dire, regardez, j'ai besoin de X millions de dollars pour développer et commercialiser un produit dont la technologie est open source. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas protégé par des brevets, c'est pas quelque chose qui est n'importe qui dans le monde peut prendre cette technologie-là demain matin et l'intégrer à son produit. Alors, dans bien des cas, ce qu'on voit, c'est que mettre la technologie open source va plutôt empêcher la commercialisation qu'elle va l'accélérer. Ce qui est... puis ça, c'est un message que je répète à chaque fois que j'en ai l'occasion parce que malheureusement, dans bien des milieux, c'est pas quelque chose qui est connu ou même accepté comme idée. Parce que d'une toute façon, c'est contre-intuitif. Tu te dis, si on le met en ligne, n'importe qui a accès, bien,
ça va se rendre plus rapidement aux patients. Mais de mon expérience, c'est pas nécessairement ça qui se passe. Et si ça se fait, parfois, ça va être des plus grosses compagnies plus établies qui vont prendre une portion du code pour l'intégrer dans ce qu'ils font déjà. Donc, c'est assurément une des grosses barrières à l'innovation dans ce milieu-là. Alors que le chemin qui fonctionne mieux, c'est de garder ça un peu plus, pas trop public, breveté, ensuite publié, mais là, au moins, ça a été protégé par brevet, et là, on peut développer quelque chose qui va avoir une valeur commerciale parce que ça va être protégé au bout de la ligne. Oui, intéressant. Ouais, la façon d'avoir un impact, c'est de créer quelque chose qui attire du monde, des entrepreneurs comme toi, qui veulent le pousser, veulent le commercialiser. Donc, peut-être parler du côté innovation pour une seconde avant de parler à FX. Donc, on a parlé beaucoup des technologies comme machine learning, deep learning. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup dans les nouvelles pour des bonnes raisons. Comment est-ce que tu le vois du côté santé, c'est ce mariage entre tout ce qui est intelligence artificielle, tous les algorithmes versus côté innovation en santé? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est encore dans les premières manches? Il me semble que oui, mais évidemment, tu es plus l'expert que moi. Ouais, ben on a comme passé un espèce de premier... tu es familier avec la notion de hype curve, là, où il y avait un premier hype... quand même, qui a commencé comme quoi, 2015, puis qui a dû se terminer vers 2020, où il y avait énormément d'attentes et il y avait justement beaucoup d'attentes carrément déraisonnables, je trouve, par rapport à la technologie. Entre autres, il y avait une citation célèbre là, d'un des chercheurs à Toronto, si je ne me trompe pas, qui disait qu'on devrait arrêter de former des radiologues maintenant parce que le machine learning va les rendre inutiles d'ici quelques années. C'est une citation de 2015, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, personne de sérieux serait d'accord avec ça. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les attentes initiales qui étaient que d'une certaine façon, on pourrait juste mettre des données de santé dans l'algorithme, puis il y aurait une espèce de magie qui s'opérait, puis il en ressortirait des insights, si on veut. Ça ne s'est pas réalisé au bout de la ligne. Ça ne s'est pas passé. IBM Watson avait énormément a fait des grandes promesses aussi, puis encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est utilisé nulle part. Ce qu'on a vu, moi, ma perspective là-dedans, c'est que c'est un outil très puissant, mais seulement quand on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec, et seulement quand c'est d'une façon une espèce d'augmentation de la cognition humaine. C'est-à-dire que à la base, il faut entraîner l'algorithme avec quelque chose, puis on ne peut pas l'entraîner avec des données qui ont autres que des données qui ont été annotées par des humains. Donc, ultimement, dans notre cas spécifique de métastase, évidemment, c'est des données qui sont annotées par des humains, mais d'une façon qui n'est pas possible d'annoter dans la vraie vie. C'est-à-dire que pour un patient ordinaire, il y a un seul médecin qui va regarder ces images, puis qui va faire un diagnostic et tout ça. On a des données d'entraînement qui ont été révisées par plusieurs médecins différents dans un contexte où ils avaient du temps illimité. Donc là, on a des données d'entraînement de très bonne qualité. Et ça revient au bout de la ligne, d'une certaine façon, chercher une aiguille dans une botte de foin. Où toi et moi, on pourrait chercher une aiguille dans une botte de foin si on avait un temps illimité. Et c'est juste que c'est long. Puis, c'est une tâche difficile, mais c'est une tâche qui est humainement possible. Donc, c'est là, je trouve que ces algorithmes-là performent le mieux. C'est pour des tâches qui sont humainement possibles, mais qui, dans un contexte de vie réelle, où il y a des pressions de volume, où les médecins ont beaucoup de patients à voir de plus en plus aussi, le workload des radiologistes a quadruplé depuis 20 ans. Donc, il y a juste de plus en plus d'imagerie médicale en général. Il y a un vieillissement de la population, mais il y a aussi de plus en plus d'imagerie partout. Donc, dans ce contexte-là, ces algorithmes-là peuvent être excessivement utiles pour identifier des petites choses qui, dans le vrai monde, où est-ce que les gens n'ont pas un temps illimité puis ils n'ont pas non plus une cognition illimitée, c'est-à-dire que n'importe qui fait des erreurs au travail, des typos, des choses comme ça, bien, c'est pareil pour les humains. C'est documenté, par exemple, que les erreurs médicales en radiologie ont surtout lieu
dans le chiffre de nuit. Donc, entre 3 heures et 6 heures du matin. Ce qui est, c'est pas besoin pas besoin d'avoir des grandes connaissances pour comprendre pourquoi. C'est juste qu'en plein milieu de la nuit, les gens sont cognitivement moins efficaces. Donc, c'est c'est une longue réponse, mais c'est à peu près ça sur le pourquoi est-ce que ça nous a intéressés, puis aussi comment est-ce que je vois vraiment cet avenir-là. Donc, quand on sait exactement quoi faire avec, ça peut être excessivement utile. Mais il faut savoir quoi faire avec, puis il faut savoir aussi les limites de la technologie parce que c'est pas de la magie non plus. On l'a vu, je suis certain que comme moi, tu as expérimenté avec ChatGPT, puis c'est intéressant, mais c'est pas non plus de la magie. Oui, ouais, intéressant. Tu sais, je trouve ça fascinant la façon que tu l'expliques, Jérémy, parce que comme tu as dit, mais moi aussi, j'avais cru beaucoup à cette phrase de les radiologues, on n'en a plus besoin, mais aujourd'hui, c'est l'humain plus la machine. C'est ça qui fait en fait en sorte qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est un outil, tu sais. Donc, utiliser l'outil avec l'humain derrière, là, c'est la meilleure façon. Et peut-être pour parler un peu d'AFX, comment est-ce que vous avez décidé à la base de vous attaquer aux problèmes spécifiques ici du cancer des cerveaux et vraiment essayer d'aider ce secteur-là? Comment vous avez trouvé ça comme, excusez l'anglais, use case là, Mm-hmm. pour un premier jet de votre modèle d'affaires? Oui, ben il y a différents critères à avoir. Donc, d'abord, il fallait avoir de la disponibilité au niveau des partenariats. Donc, on travaille avec des chercheurs des sommités mondiales dans le domaine des métastases au cerveau. Ça, c'est absolument nécessaire. Il faut avoir l'expertise en machine learning, mais au niveau du use case, il faut que ça ait un impact sur le traitement aussi. Puis ça, c'est un des éléments qui est souvent pas un peu désaligné avec la recherche, où il y a parfois de la recherche très intéressante qui est faite, mais quand on leur demande quel impact ça va avoir sur le traitement du patient, souvent, malheureusement, ça n'en aura pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de maladies qui sont incurables. Beaucoup de maladies neurodégénératives, par exemple, où il y a malheureusement pas grand-chose à faire en ce moment. Donc, mais avec le cancer, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est de plus en plus de patients survivent au cancer et c'est très encourageant de voir qu'est-ce qui peut être fait. Et il y a aussi une différence entre ce qui était fait il y a 10 ans et ce qui est fait maintenant. Comme je disais un peu plus tôt, il y a 10 ans, par exemple, un patient qui avait plus de 5 métastases, par exemple, était traité en ce qu'on appelait en pancrânien. Donc, le cerveau complet était irradié. Quelques mois plus tard, le patient allait avoir des effets secondaires assez significatifs, mais malheureusement, dans la plupart des cas, il allait être décédé, donc les effets secondaires n'allaient pas apparaître. Aujourd'hui, comme le taux de survie a beaucoup augmenté, de plus en plus de patients sont traités en radiochirurgie, où les métastases sont ciblées spécifiquement au lieu d'irradier le cerveau complet. Le nombre de métastases qui sont traitées de cette façon-là est en constante augmentation. Donc, dans certains centres, ils vont se limiter à 5, 10, mais dans les centres plus spécialisés, Montréal, Toronto, Boston, ils peuvent se rendre jusqu'à 40. Donc, 40 métastases. Puis là, faut voir le processus, là, où là, c'est littéralement les médecins et l'équipe médicale qui, manuellement, avec la souris, les segmentent et indiquent à la machine où attaquer la métastase. Et par la suite, pour un traitement, mais ce patient-là revient quelques semaines, un mois plus tard, et là, ils doivent comparer les deux images, puis il y a les questions de savoir, dans les 39, par exemple, qui étaient là, lesquels ont bien répondu au traitement, lesquels ont augmenté en volume, lesquels sont les mêmes également. Ça peut paraître simple, mais simplement dire celle-là, c'est la même que celle-là. Et donc, ça devient crucial pour le traitement des patients. Et c'est là que nous, on entre dans le jeu, dans le fond, pour aider à faire cette détection-là au départ, pour savoir où il y en a, puis par la suite, pour faire le suivi, puis s'assurer que les patients aient accès aux meilleurs soins possibles. Une façon de présenter ça que j'aime bien, c'est aussi l'idée de dire, imaginons qu'il n'y avait pas de limite de temps dans les soins de santé, là, puis que chaque médecin, chaque partie de l'équipe avait un temps illimité pour chaque patient. Donc, ils peuvent passer là, 12 heures sur chaque cas s'ils veulent, parce que, bien, quel genre de soins est-ce que les gens auraient? Puis, quand je pose la question aux médecins, à chaque fois, évidemment, ce serait différent parce qu'il y a des réalités de terrain qui font en sorte qu'ils n'ont pas tout ce temps-là, qu'ils n'ont pas tout le temps qu'ils voudraient.
eh bien, ce qu'on veut pouvoir offrir aux gens, c'est justement un niveau de soins qui est comparable à ce qu'il pourrait y avoir de mieux dans le meilleur des mondes, littéralement. Puis on peut aussi dire que ce serait le niveau de soins que peut avoir un ultra VIP comme le président des États-Unis ou quelque chose comme ça, si jamais il y avait un problème comme ça. Oui, intéressant. Tu sais, je crois que c'est cette notion de comment la technologie descend aussi les coûts et augmente la Ouais. qualité des soins. Tu sais. Donc, ça permet, comme tu as dit, quelque chose qu'un président aurait accès, ça serait tu sais, disponible pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un peu ça l'objectif. Là. À un niveau plus spécifique, donc, vous offrez votre technologie vraiment aux médecins. Donc, comment est-ce un médecin ou une équipe médicale upload, si tu veux, les images? C'est-tu automatique? Ça va dans le cloud et vous scannez, vous utilisez vos algorithmes pour vraiment fournir un peu la synthèse? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est ça. C'est intégré dans le workflow. Puis, c'est sur le site de l'hôpital. On est encore en train de fignoler ces derniers détails-là, mais c'est vraiment intégré dans le workflow. On ne parle pas là, de tâches supplémentaires parce qu'essentiellement, en santé en général, on a comme 4 clients. C'est-à-dire qu'il faut avoir une proposition de valeur claire qui, pour le patient, numéro 1, ça va de soi, mais également pour le médecin, pour l'hôpital et pour l'assureur ou le payeur. Au Québec, ça va être le ministère de la Santé, mais aux États-Unis, ça va être les assureurs privés ou publics. Donc, alors, d'une certaine façon, ça ne change pas tant que ça la proposition de valeur au Canada, aux États-Unis, parce que, pour ça spécifiquement, parce que dans tous les cas, il faut que ça plaise, ou ça soit clair que c'est intéressant pour chacune des parties impliquées. Pour le médecin, évidemment, il y a l'aspect simplification du travail, augmentation de la qualité du travail aussi. C'est pas quelque chose de facilement quantifiable, mais je veux dire, si tout le monde veut faire un meilleur travail dans la vie, puis être capable de faire de mieux faire ses tâches, puis d'augmenter la qualité des soins, c'est une grosse source de motivation. Et tout ça en sauvant du temps, puis en éliminant des tâches qui sont assez fastidieuses aussi. Là, on parle de littéralement faire un suivi manuel des différentes lésions. Alors, on est vraiment intégré à ce point-là dans le workflow. Je ne sais pas c'est quoi le mot français pour workflow, mais dans le flow de travail, si on veut. Et aujourd'hui, Jérémy, vous êtes où vis-à-vis comme prouver que votre algorithme fonctionne? J'imagine vous avez peut-être une impasse de espèce de comme on a besoin de données d'images pour être capable de bâtir l'algorithme. C'est une notion de training data, comme on dit en anglais. Est-ce que c'est nécessaire pour avoir accès à des milliers, dizaines de milliers d'images pour être capable d'entraîner l'algorithme? C'est-tu le cas? Oui, on a accès à assez d'images. On a publié en fait dans le Journal of Magnetic Resonance Imaging l'année dernière pour valider la technologie. C'était l'élément de base parce que, en effet, dans ce milieu-là, on peut pas simplement aller cogner à des portes si on n'a pas au moins un début de validation scientifique. Donc, on a publié l'algorithme. On a justement fait un peu le processus dont je parlais précédemment, c'est-à-dire qu'on a commencé par breveter. Et par la suite, on a publié. Et donc, puis la publication est maintenant accessible à tous les chercheurs. Elle a déjà été citée quelques fois. Et elle présente les résultats, elle présente les méthodes et tout ça. Comme ça, on a une crédibilité scientifique. Puis, ça a été signé par tous nos différents collaborateurs. C'est une vraie belle publication de machine learning et de médecine. Puis avec un impact concret aussi, là, au bout de la ligne, ça vient d'une compagnie qui est en train de travailler à amener ça au marché. Yeah, vraiment cool, vraiment cool. Et côté autre enjeu, j'imagine du côté commercialisation, j'imagine aujourd'hui vous êtes en pré-commercialisation. Un des enjeux, tu sais, on a discuté un peu la dernière fois qu'on s'est vu c'est vraiment venir au marché avec un processus qui est lent. Tu sais, le cycle de vente est très lent dans ce secteur-là. Je crois qu'il y a des bonnes raisons. Tu sais, c'est comme tu as dit, ben, c'est sûr que tu sais, le système médical veut prouver que une nouvelle technologie va avoir un impact positif, mais de l'autre côté, ça engendre un processus lent pour que l'innovation s'implique. Tu sais. Donc, comment est-ce que tu penses à cet enjeu-là tu sais, pour ton entreprise? Comment est-ce que tu veux le détourner? Oui, c'est vraiment une très, très bonne question, ça, parce que il y a différentes raisons pourquoi c'est plus long que dans d'autres industries. Évidemment, ça va de soi qu'il faut qu'il n'y ait pas de risque pour le patient. Ça, c'est l'élément de base, mais ça, c'est déjà couvert par Santé Canada et tout ça. Dans notre cas spécifique, il y a
tous les aspects de sécurité informatique. Ça va de soi aussi, mais ça également aussi, c'est bien couvert. Puis, il y a un gros... il y a un gros enjeu aussi d'éducation des utilisateurs parce que, d'une façon, je trouve que des fois, les semi-innovations, c'est plus facile à commercialiser que des innovations complètes. C'est-à-dire que si on a, je donne un exemple parfois d'un pacemaker ou d'un autre appareil médical qui est déjà bien connu, si on développe un pacemaker qui est 50% moins cher et 2 fois plus efficace, bien là, on peut le commercialiser, mais les gens sont déjà familiers avec ça. Quand on développe quelque chose de vraiment nouveau dans le sens où on s'intègre dans le workflow d'une façon où présentement, il n'y a rien, il y a beaucoup de questions qui surgissent parce que quand on y pense, des innovations vraiment nouvelles, il n'y en a pas tant que ça. Là, on est en train de voir avec ChatGPT que peut-être ça va remplacer Google. En tout cas, le search bar ordinaire de Google, peut-être que il va y avoir une innovation à cet effet-là. Après ça, là, je ne suis pas expert du domaine, mais c'est un exemple que je donne. Alors là, on est en train d'avoir une nouvelle innovation qui vient s'insérer entre le médecin et l'image d'une façon que présentement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'algorithme qui fait ces choses-là. Alors, il y a un aspect culturel, littéralement, pour une validation parce que d'un, il faut que ça soit toujours des suggestions. Donc, l'algorithme prend pas de décision. Il n'y a pas de décisions qui sont prises par ça et l'utilisateur doit toujours avoir l'option de décider s'il accepte ou rejette les suggestions et les modifications et de pouvoir changer tout ce qui peut être fait parce que ça, sinon, là, on est vraiment dans un deal breaker au niveau de l'intégration avec les utilisateurs. Par la suite, il y a beaucoup d'éducation en tant que telle à faire. Donc, littéralement, comme n'importe quelle autre industrie, il faut se faire connaître, il faut se présenter, il faut faire des webinaires, des séminaires, puis parler à ce milieu-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà beaucoup d'intérêt des utilisateurs à qui on parle. Donc, on est vraiment dans une très, très bonne position. Puis, on est dans un domaine aussi, la radio-oncologie, qui est déjà très particulièrement technologique. Donc, de tous les domaines de la médecine. Il y en a qui ont beaucoup changé, puis il y en a qui ont moins changé avec la technologie. Puis ça, c'en est un qui est déjà à l'avant-garde. Il y a beaucoup de gens dans les départements qui littéralement savent coder, qui savent, les plateformes d'utilisateurs permettent déjà de créer des scripts pour améliorer le travail et tout ça. Donc, c'est vraiment un milieu très, très à l'avant-garde là-dessus, fait qu'on a une bonne clientèle pour ça. Mais c'est un milieu aussi où il y a des fois, je pense, des mauvaises conceptions un peu de l'intérêt des patients. Il y a des gens qui sont un peu nerveux de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que les patients vont penser? » et tout ça. Mais sur le terrain, je veux dire, surtout dans les cas de cancer, les patients sont presque toujours super intéressés à participer au nouveau développement puis à essayer des nouvelles choses parce que on sait bien que c'est pas toutes les nouvelles innovations qui, surtout au niveau, par exemple, des médicaments, c'est pas toutes les nouvelles innovations qui ont l'effet escompté, mais c'est dans des cas comme ça, on veut tout essayer. Oui, fascinant. Je retourne un peu à mon point, ça me fait penser on est si tôt dans ce secteur-là. Ça a l'air qu'on a tellement de place à courir devant, pour les entreprises comme toi. Je vous parlais peut-être plus vision long terme après, mais juste avant, modèle d'affaires, comment est-ce que tu charges? Est-ce que tu as défini un peu comment tu vas facturer le système de santé? Oui, on est des licences d'abonnement. C'est là-dedans qu'on est. Puis toute l'industrie se structure comme ça. On a assisté à un peu de consolidation dans les dernières années où entre autres des manufacturiers d'imagerie ou des manufacturiers d'équipements achetaient des compagnies un peu comme ça afin d'intégrer les fonctionnalités à leurs produits, à leur hardware, dans le fond, comme un outil de vente. Donc, on voit les deux. On voit des licences, puis on voit des fonctionnalités qui s'intègrent dans le hardware de certains joueurs. Ouais. Et peut-être pour parler un peu de vision long terme, c'est quoi tes ambitions, Jérémy? Toi, t'es cofondateur. Est-ce que tu vois ça aller au-delà du pays? Est-ce que tu vois des opportunités à d'autres marchés ou peut-être aussi d'autres types de cancers?
Oui, 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 absolument. Ben, les marchés initiaux, c'est définitivement Canada et États-Unis. Il y a de la demande pour différents types de problèmes du genre. L'obstacle, c'est souvent la monétisation et l'accès aux données d'entraînement. Donc, c'est pas toutes les belles innovations en santé qui sont rentables, malheureusement. Ça, c'est une pilule un peu dure à avaler, je pense, là, quand on commence dans cette industrie-là, de voir que on peut avoir une innovation super intéressante, mais il y a si le modèle d'affaires n'est pas assez solide, malheureusement, ça ne peut pas se rendre aux patients dans l'état actuel des choses. J'ai bon espoir que dans les prochaines années, avec plus d'intégration de, de solutions comme la nôtre, les barrières à l'entrée vont diminuer, puis on va pouvoir accéder à des meilleures solutions pour moins cher. Puis d'une certaine façon, on va avoir plusieurs algorithmes parce qu'on peut imaginer un scénario où on va on va au médecin, puis évidemment, il y a un humain qui regarde qu'est-ce qu'on fait, mais il peut également avoir, imaginons, 50 ou 100 algorithmes comme le nôtre qui regardent l'image puis qui peuvent identifier certains problèmes. Et on sait évidemment que dans bien des cas, les problèmes, plus ils sont identifiés tôt, plus ils sont gérables. Il y a des choses très excitantes qui peuvent être faites dans l'avenir. Un élément, c'est beaucoup aussi les maladies rares. Donc, il y a certaines maladies qui sont, par exemple, tellement rares que un médecin va avoir seulement peut-être 1, 2, 3 fois dans toute sa carrière. Donc, c'est quoi les chances que cette personne qui les manque ou elle les manque? C'est assez élevé. Mais on peut imaginer que pour un algorithme, c'est quelque chose que s'il y a des données d'entraînement suffisamment bonnes, le coût d'avoir tous les IRM ou tous les CT en Amérique du Nord qui sont analysés, c'est presque rien. Le coût marginal est presque nul. Sauf que le bénéfice est très, très intéressant pour ces patients-là qui peuvent être diagnostiqués plus tôt et qui peuvent s'éviter un paquet de problèmes parce que des fois, pour les maladies rares, les gens ils galèrent pendant longtemps dans le système de santé. Je pense que c'est quelque chose qui va être excessivement intéressant pour le diagnostic futur, puis aussi pour le coût des screenings. Je pense que moi, c'est un des éléments. Il y a un des obstacles, par exemple, au cancer en général, c'est la détection. C'est que, comment dire, si tout le monde avait des IRM du corps entier à chaque 6 mois, bien, tout le monde ferait détecter le cancer excessivement tôt. En pratique, ça fait aucun sens. Il y a certaines compagnies privées qui font ça aux États-Unis où on peut aller puis on a un scan complet. Mais si on avait, par exemple, des situations où il y a du screening qui peut être fait avec des algorithmes assez bons pour ne pas avoir besoin de beaucoup d'implications humaines, mais là, déjà, on pourrait déjà passer beaucoup de gens. Si on identifiait les personnes à risque de certains types de cancers et on leur faisait passer des tests d'imagerie plus tôt, on pourrait assurément en capter plus rapidement. Et d'une façon, je pense que le machine learning, l'apprentissage profond, plus généralement, peut permettre d'avoir de la détection précoce à scale, si on veut, pour tout le monde, pour plus de gens, et d'avoir des meilleurs traitements plus tôt. Donc, ça, c'est parmi là, les choses que je trouve les plus intéressantes là-dedans pour tout ce qui est soins de santé. Il y a aussi tout ce qui est également ça, c'est pas nécessairement nous tout de suite, mais c'est quelque chose dans lequel qui nous intéresse beaucoup pour l'avenir également. C'est vraiment tout ce qui est médecine personnalisée. C'est que dans bien des cas, pour bien des maladies, eh bien, il n'y a pas vraiment de façon de savoir comment le patient va répondre à des médicaments. Alors, on lui dit, ben, essaie ce médicament-là, il devrait marcher pour toi, puis on se revoit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis on va voir, puis s'il ne fonctionne pas, on t'en donne un autre. Et puis, en recherche, on voit qu'il y a des patterns, puis il y a des signatures pour chaque patient qui pourraient permettre de choisir les meilleurs traitements dès le jour 1. Sauf que là, ça impliquerait des ressources qui présentement sont pas disponibles, c'est-à-dire des analyses justement
de l'identité unique de ce patient-là avec des données multimodales de tests de sang, d'imagerie, tests génétiques et tout ça, pour avoir vraiment une signature qui va dire, OK, ce patient-là a besoin de tel traitement maintenant. Alors qu'aujourd'hui, on y va un peu, je dirais pas à l'aveugle, là, c'est exagéré parce qu'il y a des gens très compétents qui regardent ça, mais ils n'ont assurément pas accès à des algorithmes qui sont capables de faire de la médecine personnalisée de cette façon-là. Oui, tu parles d'un futur vraiment, je vais dire, en fait, je pense à plusieurs points. Premièrement, je crois que vous allez sauver des vies, là, c'est juste une question de temps. Là, donc, c'est ça que je trouve vraiment chouette en termes de votre type d'entreprise. C'est juste le potentiel d'impacter vraiment des milliers, des millions de vies là, avec ce que tu fais. Et évidemment, de l'autre côté, comme les progrès juste dans ce secteur sont à venir. Je trouve que un peu comme on vient d'inventer un peu comme le feu, en termes de comme parce que là on est tout le temps en mode réactif dans le système de santé versus mode prévention. Tu as mentionné ce système de scan de résonance magnétique. Ça a commencé ici en passant. Il y a la même compagnie américaine s'est installée à Toronto, il me semble, mais ça va prendre du temps pour descendre ces coûts-là. Et de l'autre côté, mais il y a déjà comme des millions de personnes dans le pays qui ont du cancer, donc il faut les aider. Oui. Je remets je veux dire, je peux te poser mille autres questions et je crois qu'on a besoin probablement de faire une deuxième ronde, là, une fois que vous allez lever une plus grande ronde de financement ou avoir, dans le stade post-commercialisation. Peut-être, dernière question pour toi. Si les personnes veulent apprendre plus sur toi, ton entreprise et connecter, c'est quoi la meilleure façon? C'est très possible par Internet, à fxmedical.com. Sur LinkedIn aussi, vous pouvez me contacter, Jérémy Lavoie. Puis, ça me ferait très plaisir de connecter. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. As always, thanks for listening, and don't forget to subscribe. If you want to learn more, check out thepnr.com.